Le Rig, il est le chef de 100 têtes, Singedo. Et comme il est, en plus de ça, le chef suprême, c'est le grand chef des 100 têtes. Ça veut dire en gaulois, en réalité, le commandant suprême, le généralissime, c'est le Vercingetorix. On va le connaître ensuite sous un autre nom qui a été latinisé puis francisé, le Vercingetorix. C'était pas son nom de famille, c'était son titre militaire. Le Vercingetorix, c'est le chef des 100 têtes, le grand chef suprême de l'ensemble des tribus gauloises. À Gergovie, donc, il réussit à unifier les tribus gauloises et, comme vous le savez, à battre les Romains. Malheureusement pour lui, vous le connaissez la suite de l'histoire, il se fera prendre. Mais auparavant, il aura réussi à rendre sa fierté aux Gaulois et à battre et à mettre en échec pendant un certain temps l'Empire. Comme le rapporte Jules César dans la guerre des Gaules, le Vercingetorix avait dit « Cette guerre, ce n'est pas la mienne seulement, c'est la nôtre à tous. C'est la gloire et la liberté de la Gaule. » Et vous me permettrez de faire un bond en avant, si j'ose dire, de presque exactement 2000 ans, en rappelant le discours de De Gaulle du 18 juin 40. Un jour, ces forces écraseront l'ennemi. Il faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire. Alors, elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Tel est mon but, mon seul but. Ce sont les mêmes thématiques à 2000 ans de distance entre le Vercingetorix et le général de Gaulle. Comme vous le savez, malheureusement, le Vercingetorix va se faire encercler à Alésia, la ville d'Alys-Sainte-Reine, en Bourgogne actuellement. Et donc, il est obligé de se rendre. Il va se rendre avec beaucoup de panache. Il veut éviter aux Gaulois qui se sont fait encercler d'être massacrés. Et donc, il va, et ça c'est un tableau un peu pompier du XIXe siècle, mais qui retrace d'une façon un petit peu allégorique et symbolique cette reddition de Vercingetorix devant Jules César pour faire sa soumission. Ce que l'on ne sait moins, c'est la suite des événements. César fit grâce de la vie, en effet, à la garnison d'Alésia, comme il l'avait promis, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Vercingetorix était allé se rendre, mais il la réduisit en esclavage. Et tous les prisonniers, ainsi que tous les prisonniers de l'armée des Gaulois extérieurs. Chaque soldat romain reçut un captif gaulois comme butin. Le Vercingetorix fut emmené à Rome, où il fut plongé dans un cachot pendant 6 ans, jusqu'à l'organisation du triomphe de César. Vous savez qu'on organisait des triomphes pour les généraux romains ayant fait de grandes victoires à l'étranger, où ils passaient sous des arcs de triomphe, justement, à Rome. Et donc, César va le garder dans des geôles pendant 6 ans. On a retrouvé une monnaie extrêmement rarissime, qui, d'après les spécialistes, est très probablement le meilleur portrait que l'on puisse avoir du Vercingetorix. Cet homme qui a 28 ans, mais qui en paraît pratiquement 60, qui est émacié, qui a dû souffrir 1000 souffrances dans les geôles de l'Empire romain en attendant le triomphe de César. Et puis au bout de 6 ans, il a été décapité ou étranglé. On ne sait pas exactement la suite des événements. Là aussi, avançons de 2000 ans. Je me suis permis de mettre en regard la photo de Jean Moulin. En 7 ans, la guerre des Gaules aura fait 800 000 à 1 million de morts et 1 million d'esclaves. C'est important à rappeler parce que on est bercé dans l'illusion que finalement, tout le monde a lu les bandes dessinées d'Astérix et pensait que finalement tout ça est relativement sympathique. Non, ça n'a vraiment rien de sympathique. Un empire, ça n'est pas gentil. Un empire, ça n'est pas gentil. Un empire, ça ne veut pas d'alliés, ni d'égaux. Il fait semblant, bien sûr, d'avoir des alliés et des égaux, mais il ne le veut pas. Un empire, ça veut asservir ceux qui lui cèdent, les transformer en esclaves. Et un empire, ça veut détruire ceux qui lui résistent. C'est donc la première leçon que nous enseigne la Chouette d'Athéna sur notre histoire nationale, c'est sur le cadre fondateur
de notre pays qui va fixer pour 2000 ans les grands traits de notre mentalité nationale. Il y a plus de 2000 ans, les habitants de la Gaule ont découvert que leur pays suscitait la convoitise de puissances étrangères. Les Gaulois ont alors réagi en ordre dispersé. Certains, généralement les élites, ont adopté le parti romain, c'est-à-dire le parti de l'étranger. Les autres, beaucoup plus nombreux, généralement les gens du peuple, ont refusé la sujétion étrangère et ont formé un parti national avant la lettre. Jules César a su jouer le premier de cette faille essentielle inhérente aux tribus gauloises. Il a compris que la flatterie et l'ambition pouvaient lui permettre de diviser les Gaulois et de conquérir la Gaule en usant de collaborateurs, des collaborateurs gaulois qui feraient le sale travail à sa place. Et enfin, le dernier point, au moment où tout semble perdu, les tribus gauloises sont néanmoins capables de miracles, en se rassemblant pour peu de temps derrière un seul chef pour récupérer leur liberté et leur indépendance.